Au début, j'ai commencé un peu à boire, on va dire modérément, et puis c'était doux, c'était du gin tonic. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me désinhibait, en fait, parce que j'ai toujours été très timide, très introverti, très pas du tout confiance en moi. Et puis, chemin faisant, je consommais de façon régulière tous les week-ends, mais sans forcément me mettre une mine, en fait. J'avais encore une consommation raisonnée. Mais c'était présent. C'est-à-dire que tous les week-ends, c'était une nécessité, c'était un besoin impérieux. J'avais besoin d'aller faire la fête, j'avais besoin de ma consommation, et je me rendais même pas compte que ma consommation, elle augmentait petit à petit. J'ai fait partie de l'association du Bureau des Sports. On organisait des événements, et puis dans les écoles de commerce à Paris, c'est très 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 festif. Et donc il y avait des soirées tous les jeudis soirs, donc j'avais un peu mal au crâne le lendemain, mais je me souvenais encore de ce que je faisais. Ça a continué comme ça, on va dire, pendant une dizaine d'années. Les consommations devenaient de plus en plus importantes, jusqu'au jour où je suis parti vivre en province. Mais là, j'avais commencé quand même une consommation déraisonnée. Bien souvent, je me souvenais plus trop, des lendemains. J'avais ce qu'on appelle les blackouts. Je prenais la voiture, j'étais complètement défait. Je me voyais mettre la clé dans la voiture, mais je ne savais pas comment j'arrivais dans mon lit. Il y a des soirs, en fait, où je me disais, Olivier, tu vas arrêter tes âneries parce que, tu maîtrises rien. Et puis, je décidais de ne pas boire, d'essayer de ne pas boire. Et j'arrivais en soirée ou quoi que ce soit. Au bout d'un quart d'heure, je m'embêtais, on va dire, pour rester poli. Mais je commençais à prendre un verre, et puis c'était fini, en fait. C'était la dégringolade, c'était la bouteille qui est passée, la deuxième, parfois 2 bouteilles de whisky, parce que j'étais passé sur des trucs plus forts. Ce qui m'a fait basculer vraiment, même si j'avais une conscience que j'avais un problème de dépendance qui s'accrochait, c'est quand je suis parti dans les Landes pour un boulot. J'ai eu une mutation professionnelle. Et en février de cette année-là, je reçois un coup de fil de mon père qui m'annonce que maman a fait une embolie cérébrale. Là, ça a été la descente aux enfers, en fait. Quand je dis descente aux enfers, c'est que là, pour moi, je me suis réfugié vraiment dans l'alcool pour déjà essayer d'anesthésier la douleur que j'avais, parce que j'avais une forme de culpabilité de me sentir impuissant face à sa maladie. Et après son décès, je crois que là, ça a été le début vraiment de la grosse descente aux enfers. Et là, ça a été des très grosses périodes de blackout, en fait. Le matin, j'avais besoin de ça pour démarrer. Au boulot, je picolais, je travaillais, j'étais patron sur des stations-service autoroutières. Donc, à l'époque, on pouvait encore avoir de l'alcool. J'allais chercher une bouteille de whisky, dans les rayons. Je me mettais la misère. J'avais toujours des copains qui venaient, des collègues qui venaient. On prenait l'apéritif. Je faisais mes repas au whisky. J'étais raide. Et le lendemain, je remettais ça. Je rentrais en voiture, toujours, complètement déchiré. Et puis ça a été comme ça une vraie descente, on va dire, pendant 4 ans. Ça m'est arrivé de boire de l'eau de Cologne aussi, parce que j'avais plus rien à boire chez moi. La consommation exagérée a eu des impacts sur mes relations affectives, parce que rester avec un alcoolo, ça donne pas envie, en fait. Ça a eu des impacts côté professionnel, parce que je me suis fait licencier, parce que j'allais pas au boulot, j'étais pas capable de me lever. À la fin, je me suis fait foutre dehors de chez moi, parce que l'alcool, ça coûte cher, et quand on vit au-dessus de ses moyens et qu'on peut payer plus son loyer, je me suis fait foutre dehors. J'ai connu 3 jours la rue. Le problème de l'alcool, en fait, c'est que tant qu'on n'a pas accepté de baisser les bras, de se dire que, par exemple, je prends souvent l'exemple d'un poids lourd et d'un poids léger. Moi, j'étais le poids plume, en fait, et puis je remontais sur le ring, et j'avais face à moi un poids lourd qui était l'alcool. À chaque fois, je prenais une danse. Mais tant que j'avais pas compris que tant que je ne devais pas remonter sur ce ring, et accepter que j'avais perdu toute maîtrise de vie, à un moment dans ma vie, c'est l'alcool
qui a dirigé mes choix, mes actions et ma vie, quoi, en fait. Et puis, il y a eu un soir de 31 décembre. À un moment, dans la soirée, je sais pas pourquoi, j'étais en boîte, il faisait froid. Je me vois encore, c'est la seule image dont j'ai vraiment un souvenir. Je me vois sortir de cette boîte, il devait être 3-4 heures du matin, en chemise. Il faisait très froid. Là, blackout, complet. C'est des amis qui m'ont ramené, ils m'ont veillé toute la nuit. Il y a eu aussi une amie de cette époque-là qui m'a appelé et puis qui me dit « Olivier, tu sais, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que sinon, on sera plus tes amis. Nous, on peut plus te voir comme ça. On peut plus, on est impuissant face à ça, on sait pas comment t'aider, mais il faut que tu fasses quelque chose. » Et elle m'a dit qu'il y avait justement des associations de groupes de parole qui pouvaient m'aider. J'avais 2 choix. Vivre ou crever. Le terme, il est fort, crever. Mais c'est comme ça que j'allais finir. J'allais pas mourir, j'allais crever. Parce qu'on en crève de l'alcool. Et on en crève tout seul, avec sa bouteille. Donc, moi, j'avais pas envie. J'avais envie d'essayer de vivre, mais différemment, quoi, en fait. Et donc, j'ai pris mon courage à 2 mains. Il y avait une permanence téléphonique. J'ai appelé cette association. Je pense que j'ai dû rester pendant 2 heures au téléphone avec un ami au bout du fil, qui m'a écouté pendant 2 heures. Et j'ai pu raconter un petit peu mon histoire ou quoi que ce soit. Puis il m'a dit, tu sais, Olivier, il y a des réunions qui existent avec des groupes de parole. C'était la première fois, je crois, que je parlais de mon problème de consommation. Même si mon inconscient et mon conscient savaient que j'avais un problème de consommation et de non-maîtrise de ma consommation, c'était la première fois que j'en parlais librement avec quelqu'un qui était dans l'écoute. Pour moi, l'image de l'alcoolique, et c'était l'image que je ne voulais pas franchir, et c'était ma barrière, c'était le clochard, en fait. C'était finir sur la bouche d'égout, pas lavé, mal rasé, enfin bref, dans un état de déchéance marginalisé complet. Et pour moi, j'avais l'impression que dans cette réunion, je n'allais voir que des gens comme ça, quoi, en fait. Et je m'identifiais pas à eux. Et donc j'ai demandé à cet ami qui m'avait appelé et son mari de bien vouloir m'accompagner. Donc ils sont venus avec moi et j'ai poussé cette porte qui pesait 1 tonne. Et là, j'ai trouvé des gens autour d'une table, des gens normaux, qu'en fait, avec mariés, des enfants, mais qui avaient tous le même problème, c'est-à-dire qu'ils avaient un problème de consommation d'alcool exagéré, qui étaient tous alcooliques. C'est une maladie, il y a des moyens, en fait, pour freiner la maladie, pour ralentir la maladie et la consommation. Le plus dur, c'est de ne pas rester seul. C'est d'oser en parler et d'avoir le courage, parce qu'il faut du courage, de se sortir de cette stigmatisation. J'ai eu l'impression d'avoir une vingtaine de paires d'yeux, mais des yeux d'amour, en fait. Un regard d'amour en me disant « Olivier, viens, t'es en sécurité, on t'accueille. T'es le bienvenu et t'es la personne la plus importante. » C'est ce que je cherchais depuis des années dans ma consommation exagérée, quoi, en fait. J'ai été emmené dans cette spirale, en fait, d'amour, dans cette spirale de compréhension, dans cette spirale de non-jugement, en fait, parce que, en fait, je me suis identifié à eux, parce que, de temps en temps, quand ils racontaient leur vie, j'avais l'impression qu'ils racontaient la mienne. Alors je dis pas que le sevrage a été facile, bien au contraire, c'est compliqué, parce qu'à l'époque, moi j'ai fait un sevrage brutal, 0 consommation du jour au lendemain. Donc heureusement mon médecin était là, donc tremblement, délirium, crise de suée et compagnie. Il y a eu des médicaments aussi pour m'aider, des antidépresseurs pour m'aider à ne pas reprendre ce premier verre, en fait. Mais je me disais, mais comment je vais faire pour être heureux sans ma copine, quoi, en fait, hein. C'était la bouteille, ma copine, hein. Donc petit à petit, 24 heures par 24 heures, en acceptant de suivre ce programme de rétablissement, en acceptant de travailler sur moi. Dans mon parcours de rétablissement, si on n'est pas honnête avec soi-même, ça marche pas.
J'ai commencé à voir la vie différemment et me dire que c'était possible. C'était possible d'avoir une vie heureuse sans consommer. J'ai enquillé les années, et la première année, et puis la deuxième année, et puis la troisième, et puis la quatrième. Et puis ça va bientôt faire, je dirais, au mois de janvier, ça a fait 30 ans. 30 ans que je ne bois plus. J'étais jeune, j'ai eu cette chance aussi d'arrêter de poser mon verre jeune, en fait. J'avais 32 ans, en fait. Donc j'avais toute une vie à construire. Et puis voilà, puis bon an mal an, je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai divorcé, j'ai voilà un peu le quotidien. Je me suis remarié, donc là j'ai plus d'enfants, je suis grand-père. Aujourd'hui, je suis heureux. J'ai une vie qui me remplit. Je suis heureux dans ce que je fais, je suis épanoui. Voilà, et que ça peut marcher. Mais surtout, faut oser en parler.